Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous ferons le point sur l'année 2022 en matière de vente aux enchères numériques avec Cyril Coiffé, vice-président et général manager France chez Katawiki, mais où nous tenterons surtout de comprendre quelles sont les grandes tendances de consommation à venir dans le secteur pour 2023. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui au marché financier, plus particulièrement aux ETF. Nous nous demanderons ensemble quels sont les scénarios boursiers pour cette année 2023. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art, Sybille, cette semaine? Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de NFT, c'est Non-Fungible Token. Eh bien c'est le MoMA de San Francisco qui a réalisé plusieurs acquisitions, qui a aussi reçu plusieurs dons pour sa collection permanente, 63 œuvres exactement, dont un NFT. Donc le musée est l'un des premiers à posséder ce genre d'œuvres dans ses collections permanentes. L'œuvre s'appelle Final Transformation numéro 2. Elle a été réalisée en 2022 par l'artiste Lynn Hershman Leeson, une artiste de la baie de San Francisco avec laquelle le musée collabore régulièrement. Cette œuvre a été donnée par l'artiste. L'artiste qui aborde souvent dans ses œuvres l'interaction entre la technologie, l'identité et le corps physique, et ce depuis les années 60. Alors le MoMA à San Francisco est particulièrement ouvert à ses œuvres numériques car déjà il y a 20 ans, il avait déjà collaboré avec cet artiste qui avait créé une œuvre numérique autour d'un site internet interactif qui interrogeait les ressorts de l'intelligence artificielle, et cette œuvre-là avait déjà rejoint les collections permanentes de ce musée. Dans les autres grandes collections, on retrouve aussi le musée de l'art contemporain de Miami qui a acquis 2 CryptoPunks en NFT en 2022. Alors, donc on voit des grands musées ou des grandes collections acquérir des NFT. Pourtant, après leur boom, on en a beaucoup parlé dans cette émission, les NFT n'attirent plus autant, Sybille. Voilà, les NFT ont subi les conséquences de tous les troubles qu'il y a eu autour du marché des crypto-monnaies. Au 3e trimestre 2022, le volume d'échanges des NFT a largement diminué, une baisse de plus de 70% par rapport au 2e trimestre, passant de 7,3 milliards à 1,6 milliard de dollars, selon le site spécialisé Non-Fungible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la valeur moyenne d'échange de ces NFT s'est effondrée, pareil, de plus de 70%. On est aujourd'hui autour de 150 dollars le NFT, alors qu'avant, il y a quelques mois, on était à 650 dollars. 2 observations ont néanmoins été faites par Non-Fungible. C'est d'abord la décentralisation du marché, donc ça veut dire qu'il y a les œuvres phares, justement les CryptoPunks, etc., prennent moins de place, il y a plus de plus petits NFT, et aussi une plus forte implication des entreprises qui veulent saisir ce tournant numérique, comme Tiffany ou Starbucks. Voilà, donc c'est un marché baissier, mais peut-être qu'il va se stabiliser autour de ces acteurs avec cette multiplication d'acteurs. On va suivre ça ensemble dans Smart Patrimoine. Sybille, alors on continue avec un feuilleton juridique comme on les apprécie tant dans l'art à la une. Encore une bataille juridique autour d'une œuvre d'une valeur inestimable. Effectivement, au cœur de cette bataille numérique, ce sont les tournesols de Van Gogh. Aujourd'hui, l'œuvre appartient à Sompo Holdings. C'est un géant japonais de l'assurance qui a acquis cette œuvre il y a plusieurs années au marteau de Christie's pour l'installer dans son musée, un musée privé qui a été ouvert et que tout le monde peut voir. Et il est aujourd'hui poursuivi devant le tribunal fédéral de l'Illinois par les 3 héritiers de l'ancien propriétaire de ce tableau. Et alors, comment peut-on expliquer que ce tableau se retrouve au cœur d'une bataille juridique, Sybille? Alors, il faut remonter aux années 30, alors que l'œuvre a été acquise par un banquier allemand. Il s'appelait Paul von Mendelssohn Bartholdy. Ses héritiers affirment que l'œuvre a été vendue de force en 1934, alors qu'il était persécuté par les nazis. Après, cette œuvre est passée de main en main de plusieurs acquéreurs. Et donc, c'est la compagnie japonaise qui a payé cette œuvre en 1987 pour près de 40 millions de dollars auprès de Christie's. Et cette acquisition avait fait grand bruit à l'époque. C'était un énorme record pour cette œuvre.
En plus, aujourd'hui, cette œuvre a beaucoup pris en valeur, car il y a beaucoup de personnes qui vont voir ce musée pour cette œuvre en particulier. Et aujourd'hui, les plaignants réclament, outre la restitution de l'œuvre, 750 millions de dollars américains en dommages et intérêts. Alors, la question, c'est justement, est-ce que l'entreprise, l'assureur Yasuda, était au courant, lors de l'acquisition de l'œuvre, du passé mouvementé de l'œuvre sous le régime nazi ? Oui, parce que... on ne sait pas encore. Le rapport, en tout cas dans le rapport de plainte que j'ai consulté, les avocats des héritiers notent que la compagnie d'assurance était résolue à acquérir ces tournesols à n'importe quel prix, mais pourtant que la provenance avait bien été publiée par Christie's lors de la vente aux enchères. Et ce rapport rajoute aussi qu'en 2000, Sompo, la société japonaise, avait raconté qu'il était profondément préoccupé par le fait que ces tournesols avaient eu cet accident durant cette période naziste. Et du coup, voilà, on ne sait pas encore, mais il va y avoir un grand débat juridique. Donc l'information était connue. La question est de savoir si l'acquéreur le savait, mais l'information en tout cas... Pour les avocats, en tout cas, des plaignants. Pour les avocats des plaignants, on enchaîne avec une autre actualité du monde de l'art cette semaine. Sybille, plusieurs foires annoncent leur annulation à Londres. Oui, il y a quelques semaines, déjà, le groupe MCH annonçait la décision d'annuler l'édition 2023 de la Masterpiece London, et pour des raisons de hausse de coûts, mais aussi une baisse du nombre d'exposants. 15 jours plus tard, c'est la foire d'art et d'antiquité Olympia qui annule à son tour son édition d'été, et ce pour les mêmes raisons. Donc ces annulations ne peuvent que renforcer les foires qui seront présentes en Europe. Seule la foire London Art Fair maintenant reste ouverte. Elle doit donc faire ses preuves, mais c'est une foire qui se concentre particulièrement sur l'art moderne britannique. Donc ce sont des œuvres, on va dire, du marché intérieur qui fait donc fi du Brexit, du confinement et des hausses de coûts d'importation. Merci beaucoup Sybille pour ces actualités du monde de l'art proposées chaque semaine dans Smart Patrimoine. Et Sybille, nous avons le plaisir d'accueillir ensemble sur le plateau Cyril Coiffet. Bonjour Cyril Coiffet. Bonjour Nicolas, bonjour Sybille. Vous êtes donc vice-président et général manager France de Katawiki. Katawiki qui a notamment édité une enquête, si on peut le dire ainsi, qui définit les tendances de consommation à venir pour 2023. Donc il y a un petit peu de prospective dans tout ça. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Juste avant de regarder quelles seront les grandes tendances de consommation selon vous, notamment en matière de vente aux enchères numériques, un mot peut-être sur cette année 2022, où en matière de placement, d'investissement et de collection, on a beaucoup parlé d'inflation, on a pu avoir des craintes diverses et variées sur son épargne, son patrimoine. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette année 2022 ? Alors 2022, ça a été une année record pour Katawiki en termes d'objets vendus, que ce soit des œuvres d'art ou des objets d'art de vivre, on va dire. Ça a été une année où effectivement le contexte a bénéficié, on va dire, à tout ce qui a été plutôt placement refuge. D'accord. Donc on a vu une grosse augmentation des valeurs et des transactions autour de la montre, par exemple. D'accord. Le placement refuge chez Katawiki, c'est la montre. C'est la montre de collection. Ça a été la joaillerie, mais aussi les grands noms dans l'art. Les Dali, par exemple, qui ont une cote qui reste immuable, même plutôt à la hausse au cours des années. Tout ce qui vient du pop art aussi a été encore plébiscité une année de plus. Donc il y a eu pas mal de mouvements. Personne n'est immune au contexte macroéconomique. Par contre, on a clairement identifié des valeurs refuges. Il y a eu, parce que je trouve intéressant dans les tendances 2023, c'est que vous analysez beaucoup les rapports de consommation. C'est presque psychologique par rapport à ce qu'on va acheter. Du coup, quels sont les liens que vous allez faire entre presque la psychologie et ces valeurs qu'on va acheter en 2023 ? Ça va beaucoup se voir dans le design, en fait, Sybille. Par exemple, on est toujours dans une ère, on va dire, post-Covid, où on a tous pris conscience, grâce au télétravail, qu'il fallait avoir un intérieur qui soit le plus agréable possible. Et comment ça se traduit un peu psychologiquement ? C'est qu'on est à la recherche de formes qui soient plutôt chaleureuses, rondes. Et puis aussi, on a vécu une année 2022 difficile, avec beaucoup de mauvaises nouvelles, une guerre notamment. Et on a besoin de couleurs, en fait. Et quand on mélange les deux, en fait, vous retombez en fait sur des grands classiques du design, notamment des années 80, tout ce qui est l'époque Memphis, tout ce qui a été édité par Sotheby's. D'ailleurs, il y a eu une rétrospective l'année dernière à Beaubourg. C'est pas par hasard, en fait. Tout ce qui est autour de ce type de design a vraiment beaucoup augmenté tant en valeur qu'en disponibilité. Donc les gens
veulent de la couleur chez eux, ils veulent des formes rondes, ils veulent par exemple Du confortable, en fait, c'est ça. Du confortable et du rassurant, en fait. Quelque chose de... on n'est pas dans le cute, on est dans la chaleur et dans le rond pour plus de rondeur, j'ai envie de dire, psychologique. C'est quasiment comme ça que nous on fait le lien. Mais c'est vraiment un reflet, on pense, de l'environnement actuel. Et ces valeurs refuge, du coup, de 2022 vont se perdurer sur l'année 2023 parce que, justement, on reste dans cette année psychologique un peu instable? On pense que ce sont des tendances de fond, effectivement. Nous, on continue à voir l'émergence, par exemple, des lampes en papier de riz Noguchi, qui aussi sont un des grands classiques aussi de notre génération, presque de notre enfance. Et c'est les lampes rondes, là, c'est ça, c'est ces fameuses lampes rondes, effectivement. Exactement, D'accord, oui. Pliées, un peu pliées. Ça a pris énormément de valeur. D'accord, et il y en a beaucoup qui ont émergé aussi. Tous les Ducarret aussi, les Togo, tout ce qui est très confortable, très rassurant en fait. Voilà, je crois que c'est la rassurance dont on a besoin aujourd'hui. Et pour l'art contemporain, ça va se répercuter comment? Ça se répercute aussi de manière assez maximaliste, tout comme le style de Memphis était maximaliste. On veut des grands formats. D'accord, c'est grand. D'accord. On veut des grands formats colorés en fait. Il y a un minimalisme à l'intérieur de nos têtes, j'ai envie de dire, parce qu'on est assaillis par les mauvaises nouvelles. Et donc, pour compenser ça, on veut a un intérieur qui est maximaliste. D'accord, on veut s'évader. On veut s'évader, puis on veut se lever le matin et avoir de la couleur, de la joie chez soi. Donc nous, ce qu'on a constaté à travers l'enquête, mais aussi dans ce qu'on vend sur Katawiki, ça a été vraiment l'émergence des grands formats, les tableaux XL, tout ce qui est très coloré. Et pour la première année, en fait, la première section dans l'art, ça a été tout ce qui vient en direct de l'atelier. C'est-à-dire que le marché de l'art était beaucoup perçu jusqu'à présent comme un marché de la seconde main ou de l'intermédiaire. Oui. Aujourd'hui, en fait, le consommateur veut de plus en plus avoir accès directement à l'artiste, pouvoir interagir. Vont mettre directement sur Katawiki. Exactement, et on a plus de 4000 objets chaque semaine qui sont mis en vente directement par les artistes et surtout acquis par des consommateurs, par des passionnés, par des amateurs d'art. Des artistes connus ou c'est un moyen aussi pour un artiste méconnu de se faire connaître On a les deux. On est avant tout une rampe de lancement pour les artistes émergents. Notamment tous les artistes qui vont faire beaucoup de choses autour du figuratif, donc des choses relativement classiques en fait dans la facture. Ça, on le constate énormément. Mais on a aussi quelques grandes signatures, notamment de la photo, qui nous ont rejoints cette année, des Antoine D'Agata, des René Jacobs. Et il y a un marché qui commence à émerger, à la fois en volume avec des artistes qui sont eux émergents, et puis des grands noms, par exemple de la photo, qui viennent directement vendre chez Katawiki. Pour les artistes émergents, vous établissez un tri ou n'importe qui peut vendre Ah non, on fait absolument un tri parce qu'on est submergé par les œuvres. On reçoit sur Katawiki en intégral, on reçoit plus de 100 000 objets différents toutes les semaines. Donc on est vraiment submergé, c'est très bien. Et comme je dis souvent, il n'y a pas assez de galeries alors qu'il y a, pour le nombre d'artistes qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes qui méritent d'être vus. Et on en reçoit énormément, mais on les sélectionne parce qu'effectivement, il faut que ça plaise au goût du jour aussi. Alors, il y a une autre tendance que vous avez identifiée qui va plaire aux boomers que nous sommes en train de devenir, c'est les millénials, finalement, ont pris le pouvoir sur Katawiki. C'est vrai. Un des plus grands exemples, je crois que tout le monde est familier maintenant, c'est l'explosion des cartes Pokémon. Donc tous les gens qui sont nés à partir des années 80-90, qui ont peut-être conservé chez eux les cartes de leur enfance, font que les milléniums prennent ce pouvoir-là. Nostalgie aussi autour de tout ce qui est leur enfance, donc autour de tout ce qui existait dans les années 2000, qui va se retrouver davantage avec les thèmes artistiques qui sont mis en avant. Pour vous donner un exemple, tout ce qui est autour de Basquiat inspire énormément la scène artistique. D'accord. Donc il y a beaucoup d'hommages. Sur la scène musicale, il y a aussi, qui se traduit artistiquement, vous allez voir beaucoup d'hommages par exemple à Amy Winehouse, où de nombreux artistes en fait vont reprendre toute cette iconographie-là. Donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment typique des millennials. C'est toutes les Madeleines de Proust en fait qui vont prendre de la valeur aujourd'hui. Oui, on est clairement sur et en même temps il y a aussi toujours le pouvoir des gens qui sont plus des boomers, qui font émerger des nouveaux noms, ou en tout cas pas vraiment des nouveaux noms, mais qui installent vraiment des nouveaux noms. Donc les grands classiques du pop art
D'accord. sont à des prix maximum. Les grands classiques du street art, vous les connaissez, les Banksy, entre autres, sont aussi à des cotes maximum. Et puis en photo, on va voir beaucoup des Nan Goldin qui aussi commencent à être vraiment des icônes incontournables. Et en termes on reste sur le côté millénial, de technologie qui rentre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres liées à la technologie qui rentrent au sein de Katawiki? On a le public millénial, en termes de technologie, va plutôt acheter soit des objets Apple vintage. D'accord. Ouais. Parce que vraiment, on vend beaucoup De vieux ordinateurs, de vieux iPods. d'iPod. D'accord. Ok. Ah, et ça a une valeur en second marché, une valeur C'est sentimentale, une valeur de surtout s'ils collection. sont dans leur D'accord. boîte et qui sont en bon état et encore fonctionnels, comme beaucoup le sont. Donc les millennials vont acheter ça. En technologie, ils vont effectivement prendre beaucoup de rétro gaming. Donc ils vont prendre des systèmes, des Super NES pour refaire du Street Fighter par exemple. En termes d'œuvres d'art, ils ont des goûts en termes de format et de genre qui sont plutôt, j'ai envie de vous dire, classiques. Vous n'allez pas encore voir de NFT sur la plateforme, quoi. On a vendu beaucoup de NFT l'année dernière. Ah, quand même. Mais c'est pas forcément des millennials qui les achètent. Mais alors, malheureusement. il nous reste quelques secondes, mais comment on fait pour vendre un NFT sur une application quand on n'est pas natif finalement de ce milieu-là? Alors on a sélectionné nous des artistes qui créent les NFT et qui ont la particularité de vous envoyer l'œuvre d'art originale, donc par exemple D'accord. une litho ou une peinture, et son pendant NFT en fait. Donc ils vous D'accord. fournissent D'accord, je comprends. très simplement. Et qu'on achète en euros, du coup. Enfin, On achète en euros, on paye avec sa carte, Ok. on reçoit une vraie œuvre physique et on reçoit une vraie œuvre NFT. Bon, vous reviendrez nous en parler. Merci Avec beaucoup grand Cyril plaisir. Coiffé, vice-président et général manager France chez Katawiki. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché boursier. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les scénarios pour cette année 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Régis Jancovici. Bonjour Régis Jancovici. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Luxavie, on rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qui est une plateforme d'assurance vie en ETF. Absolument. J'ai envie de vous poser une question toute simple. On est presque fin janvier. Depuis le début de l'année, le CAC 40 ne fait que progresser ou presque. On a une majorité de séances de hausse depuis le début de l'année. Est-ce que, du coup, on n'a plus besoin de gestion active et on peut même sortir des marchés et se dire que son année est faite, Régis? Ah, vous êtes taquin, hein. Si on avait la capacité à connaître l'avenir, je répondrais facilement, bah oui, il n'y a plus besoin de gestion active et restons investis ou alors sortons complètement. Mais le propre des marchés financiers, c'est de traiter la matière première qui est l'incertitude. Et donc je pense qu'il vaut mieux toujours avoir un pilote dans l'avion. Alors ce pilote, il faut savoir combien on le paye, il faut le payer en fonction des résultats qu'il obtient. Bien sûr. Mais voilà, je reste un fervent défenseur de la gestion active, mais en ETF. En ETF, Absolument. effectivement. En ETF, justement, si on regarde un petit peu ces marchés financiers, cette année 2023 qui s'ouvre, quels sont les scénarios, ou les scénarios que vous avez en tête, Régis Jancovici? Si on démarre de ce qui s'est passé en 2022, je crois que le point de basculement se situe au mois d'octobre. D'accord. Alors, au moment où des chiffres d'inflation qui n'étaient pas très bons sont publiés, les marchés financiers ont baissé dans la première partie de journée pour après repartir à la hausse. Et là, on s'est dit, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs. C'est que, ça y est, le marché perçoit qu'on est de l'autre côté de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation va commencer à décroître. D'accord. Donc Alors, l'inflation n'est plus un danger pour les marchés à ce moment-là. Ou en tout cas, elle n'est moment-là, plus perçue comme un danger. Exactement. On bascule dans un autre scénario de marché. Et je pense que c'est le scénario de marché qui va nous accompagner toute l'année 2023. D'accord. Et que si le maître mot de 2022, c'était stagflation, d'ailleurs qui a fait baisser un peu durement pour beaucoup d'investisseurs les actions et les obligations en même temps, le maître mot de 2023, ça va être désinflation et sans doute désynchronisation des grandes économies mondiales. D'accord. Et ça, si on adhère à cette vision-là, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir globalement sur les marchés, qu'on devrait avoir une corrélation toujours positive, mais à la hausse entre les actions et les obligations. Le problème, c'est qu'on a mangé une partie du pain blanc dès le mois de janvier. En 20 jours, ouais, c'est ça. Un peu moins. Ouais. Exactement. Alors il y a quand même, je ne veux pas dresser un tableau idyllique parce qu'il y a quand même deux problèmes.
Le premier problème, c'est les résultats des entreprises. L'année dernière, la baisse s'est faite sur une baisse de valorisation. Bien sûr. Les résultats n'ont pas été tellement révisés. Et c'est ce qu'on attend pour cette année. Alors, je pose la question et je fais la réponse. Allez-y, expliquez-nous. Oui. C'est qu'il est possible que le marché puisse fonctionner sur un seul moteur, qui est le moteur de la valorisation, parce que si on adhère à l'idée d'une désinflation, les valorisations doivent remonter. C'est en tout cas l'idée du moment. On achète d'ailleurs les marchés européens parce qu'on trouve que beaucoup d'actifs sont sous-valorisés et qu'on attend des valorisations supérieures. Exactement. Alors, pour l'achat des marchés européens, il y a aussi l'effet de change. Bien sûr, oui. Mais globalement, sur les marchés, on a un moteur qui est la valorisation et les bénéfices devraient peser globalement sur les marchés. Mais il y a un grand mais, quand on regarde un peu l'histoire, moi j'adore regarder des moments de l'histoire des marchés pour essayer de trouver des périodes similaires. Et la période qui me paraît la plus similaire, c'est 1974, période où les marchés ont été totalement insensibles à la fin du cycle de hausse des taux de la Fed. Elle a commencé à baisser, les marchés ont continué à baisser pendant que les taux baissaient. D'accord. Mais les marchés ont remonté à la mi-74 parce que l'inflation s'est retournée. Quelques mois avant, dès que l'inflation s'est retournée, les marchés sont repartis à la hausse et ils ont progressé, si ma mémoire est bonne, de 65%. Et pendant ce temps-là, les bénéfices étaient sans cesse révisés à la baisse. Donc les marchés pour remonter n'ont pas eu besoin d'avoir des bénéfices. Voilà. D'accord, révisés à la hausse ou juste simplement maintenus. D'accord. Okay. Exactement. Et donc ça pourrait être le scénario de cette année. Alors, on ne fera pas 65% de hausse depuis les points bas parce que la baisse avait été beaucoup plus importante fin 73, début 74. Mais 2 tiers à 3 quarts de la hausse, 2 tiers à 3 quarts de la baisse avaient été rattrapés dans le rebond de la fin 74. Donc je pense qu'on est dans ce scénario-là, qu'il y a un autre obstacle, c'est que ça ne va pas plaire à la Fed. Et que Bien sûr, c'est effectivement ce qu'on peut lire à droite à gauche. Oui. Et si l'économie résistait trop, parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas encore prononcé, mais c'est celui de la croissance notamment. On a entendu pendant tout 2022 qu'on allait vers des épisodes récessifs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et si finalement les économies résistaient bien, est-ce que les banques centrales ne serreraient pas un tout petit peu plus la vis ? Alors, ma crainte, elle est même si les économies ne surprennent pas positivement, les banques centrales serrent la vis. D'accord. En maintenant un discours, oui, mais il y a quand même un risque inflationniste, oui, mais le marché de l'emploi est encore trop solide à mon goût. Et à chaque fois qu'on va avoir ce moment de hiatus entre l'anticipation de fort ralentissement, voire de récession, et donc de pivot de la Fed, et une Fed qui malgré tout va rester, pardon pour le terme, hawkish, c'est là que les marchés baisseront. D'accord. On corrigera et on pourrait avoir une période à la 2022, c'est-à-dire de remonter les taux, de baisse des actions pendant quelques temps, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois. Mais voilà, le panorama global de l'année, je crois que c'est de la désinflation. Alors, Régis Jancovici, donc vous l'avez dit, vous êtes passionné et spécialisé sur les ETF. Dans quoi est-ce qu'on oriente ces investissements cette année ? On entend que c'est le retour des valeurs cycliques, mais on entend aussi qu'il ne faut pas oublier les valeurs de croissance. Est-ce qu'il y a des thématiques qui se dégagent ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, avant de donner quelques idées d'investissement, il faut évidemment adhérer à ce scénario. D'accord, c'est vraiment la pierre angulaire des idées d'investissement, c'est ce scénario. La première chose, peut-être, c'est de dire que le dollar doit baisser. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que même lorsqu'il y a des discours, il y en a eu encore il y a une semaine, de membres de la Fed très hawkish, le dollar n'a pas progressé. Le dollar a continué de baisser. C'est donc qu'on a atteint un seuil où le marché pense que la Fed est en train de se tromper quelque part. Et donc, si le dollar doit baisser, alors je crois qu'il faut avoir de l'or en portefeuille, parce que l'or a été un peu une oubliée depuis plusieurs années. Alors c'est vrai que ça démarre un peu assez fort cette année, mais voilà, il y a sans doute un retard à rattraper. De l'or via des ETF, évidemment. De l'or via des ETF ou des ETC. D'accord. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de la différence entre les deux, mais en tout cas une exposition aurifère. Ça, d'accord, c'est certain. Il y a un autre thème. En fait, il y a 2 thèmes, et puis vous allez voir qu'il y en a un troisième, mais qui est la confluence des deux. C'est la réouverture de la Chine. Bien sûr, on n'en a pas parlé encore, oui, complètement. Alors, évidemment, alors est-ce que tout le monde en parle ? Est-ce que ça veut dire que c'est joué ? Je ne crois pas. Je crois qu'on a beaucoup dégradé et les valorisations et les résultats, et qu'on peut avoir de nouveau des améliorations sur les deux. Et donc c'est 2 moteurs ultra puissants pour les bourses. L'indice MSCI China, je trouve, est un bon indice parce qu'il est assez diversifié. D'accord.
Il y a un autre thème qui m'intéresse, c'est que si les taux doivent rebaisser, alors les actions qui donnent des dividendes élevés vont être recherchées. D'accord. Et donc, il faut aller chercher les dividendes. Absolument. Et il y a des ETF spécialisés sur un peu toutes les zones géographiques. Et pour notre part, on a construit une stratégie là qu'on vient de lancer le 1er janvier qui a un rendement de plus de 8%. Donc c'est sympathique. Depuis 20 jours. Pas une performance. Ah oui, un rendement, d'accord. Un rendement En lien avec les dividendes. En lien avec les dividendes versés par les entreprises. D'accord. Oui, ok. La performance, c'est pas très intéressant, mais 4 ou 5%. Et au carrefour de la réouverture de la Chine et des dividendes, je crois que le secteur pétrolier est attractif. D'accord. Il a beaucoup monté les 2 dernières années. Il a tellement été massacré pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, qu'il y a, à mon avis, de belles histoires encore à raconter sur le secteur. Alors je sais que c'est pas très... ESG. C'est pas très ESG, c'est pas politiquement correct de parler de ce secteur-là. Et ben, c'est pour ça que j'en parle 2 fois plus. Mais vous voulez dire qu'en termes de performance boursière, il y a encore des choses à faire sur ce secteur? Mais oui, parce que les boîtes, elles ont arrêté d'investir dans le développement du pétrole. Je vais vous donner le chiffre que j'ai là, c'est qu'on a 60% de forage en moins qu'en 2014, année à peu près où on était dans les $100 au niveau du pétrole. D'accord. Donc les sociétés ont arrêté de chercher du pétrole parce que elles ont commis des excès les années passées, dès que les cours montaient, ils dépensaient à tout va. Les actionnaires ont dit, quand même, il faut un peu nous rendre de l'argent et montrer votre rentabilité. Les fonds ESG sont sortis de toutes ces valeurs-là. Donc, ils ont serré la ceinture. Serrer la ceinture, ça veut dire que du côté de l'offre, on est très, très, très en retard. Et du côté de la demande, la Chine est en train de se réouvrir. Avant le Covid, la Chine, c'était 13 millions de barils jour d'importation. Aujourd'hui, on est à 9. Il y a un rattrapage à faire. Voilà, il y a un rattrapage. Et vous savez bien, sans doute, que chaque décennie a connu sa bulle. Bien sûr, les années 2000, les TMT, les années 2010, l'immobilier américain. Je pense qu'on sort de la bulle des FAMA, des FANG, on les appelle, je sais plus le dernier terme. Des sociétés technologiques chinoises, voilà. Oui. Non, américaines. Américaines, pardon. Ah, vous parlez des GAFA. Des GAFAM, bien sûr, d'accord. On oui, c'est vrai. On fait la bulle depuis un an. Quelle va être la bulle des années 2020-2030 ? Je pense que l'énergie est un bon candidat. On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, Régis Jancovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.